Pour tout bagage, on a 20 ans, on a l'expérience des parents. On se fout du tiers comme du quart, on prend le bonheur toujours en retard. Quand on aime, c'est pour toute la vie, cette vie qui dure l'espace. Bonjour, je m'appelle Isabelle Pi, je viens du Chili. Tout au début, j'ai vécu tout au sud du Chili. Après 3 ans, je suis partie dans le nord et j'ai vécu toute une existence à Viña del Mar, à côté de Valparaiso, où j'ai fait toutes mes études. Étant donné qu'il y a eu le coup d'État en 73 quand j'ai commencé l'université, et j'ai tout de suite vu que j'étudiais histoire, géographie, je voulais faire anthropologie et autres. Et politiquement, ce n'était pas possible au bout de 4 ans, quand j'ai fini mes études universitaires, je n'avais pas d'issue professionnellement dans la recherche où je voulais y aller. Et voilà, c'est comment j'ai commencé à voir, à penser. Je viens d'une famille de migrants, des migrants de Barcelone, du côté de ma mère, des migrants de Cuba, du côté de mon père, et j'ai rêvé de l'Europe. J'ai rêvé de l'Europe. Je ne voulais pas aller aux États-Unis. Je suis partie alors en Espagne, à Madrid. Parce que là-bas, je pouvais peut-être, j'espérais, avancer, faire des études de postgrade, qu'au Chili, ma carrière elle était terminée. Je ne pouvais pas ni en pédagogie, ni en géographie, ni en histoire me réaliser professionnellement, ni intimement, parce que la politique ne me permettait pas, ni dans le noyau de ma famille, ni dans les rues, m'exprimer tel que j'envisageais la vie. Alors je suis partie à Madrid en premier. J'arrive à Madrid et c'était la ville lumière pour toute l'Amérique latine. Dans cette histoire de ville lumière, bon, bien sûr, il y a eu les bières, les sorties, Argüelles, etc. Et de cette façon-là, je me suis vite rendu compte qu'à Madrid, je ne pouvais pas étudier. C'était une ville pour aller faire la fête, pour aller s'amuser. J'avais de la famille à Barcelone et j'ai été visiter. Quand j'arrive à Barcelone, je me suis tombée amoureuse de cette ville. Le cadre fantastique, comme Valparaiso, il est face à l'océan avec Viña del Mar. Barcelone, c'est entouré de collines et c'était aussi... ça appelait à l'intériorité, à une intériorisation de la vie d'études. Et la ville, elle était une ville-étude pour moi. De cette façon-là, je suis restée, je me suis travaillée comme j'ai pu et je me suis payée les scolarités à l'université de Barcelone. Et je suis restée là-bas durant 2 ans. J'ai fait des cours de postgrad en me spécialisant dans l'immigration, le départ pour aller dans les colonisations après, n'importe, mais dans le départ. Je me suis spécialisée dans l'idée de partir. Dans ces 2 ans de Barcelone, je suis tombée amoureuse d'un Suisse. Ça aurait pu être n'importe quel pays du monde, mais c'était un Suisse. Je suis tombée vraiment amoureuse. On est venu visiter la Suisse un petit moment. Je reviens à Barcelone, je finis mes études. Mon mari, on s'est mariés à Barcelone et on est venu vivre à la Neuville, entre Bienne et Neuchâtel. Parce que lui, professionnellement, il pouvait travailler dans les vignes. C'était son métier, œnologue de l'école de Madrid. La vie a voulu que je veuille aller montrer mon mari tout frais, tout nouveau, et nous on était très jeunes, au Chili. On est parti au Chili, nous sommes partis au Chili, et c'était tout depuis 81 jusqu'à toute l'année 81.
Une fois là-bas, on s'est trouvé de nouveau avec cette dictature écrasante. Et il y avait énormément de détails et des choses qui ont fait que nous, on ne pouvait pas ni travailler, ni être nous-mêmes à l'intérieur de chez nous, de notre maison. C'était une jolie maison de 2 étages avec jardin et cour et des arbres et tout, mais on ne pouvait pas se réaliser, on devait fermer. Même pas, on était tout le temps critiqués, on était un couple totalement, la honte, disons, pas seulement familialement, sinon aussi vis-à-vis de la ville de Viña del Mar, etc. Qu'est-ce que j'avais été chercher en Suisse si ce n'était un œnologue, mais pas... Alors, nous étions en train d'arroser des fleurs dans un jardin, et nous avons pensé, bon, il faut retourner en Suisse. Alors, où? Il me dit, mon mari, je dis, Lausanne. J'étais tombée amoureuse de Lausanne. Parce qu'on prenait pour aller à la Neuville, à Vienne, l'Espagne Express depuis Barcelone toujours. On passait la gare et le train, il s'arrêtait toujours au petit matin à la gare de Lausanne, l'Espagne Express. C'était très romantique, on voyait tous ces toits typiquement lausannoises. Et cette ville qui était comme un amphithéâtre face au lac, qui descendait et qui montrait qu'elle avait tous les atouts pour aller y vivre. On a lancé l'idée, je dis, on revient en Suisse, mais on va à Lausanne. On se lance avec l'idée de venir former une famille, s'installer, des racines à Lausanne. Nous sommes arrivés à Lausanne en avril 1982. On a trouvé un tout petit appartement subventionné à Vidy. Et à ce moment-là, on venait avec les amis, pendant un bon bout de temps, on venait avec les amis danser à la Bourdonnette au restaurant les vendredis soirs. On venait faire les commissions à la Bourdonnette. Et quand j'ai eu Jonathan, mon fils aîné, mon enfant, il avait 6 mois et on voulait vraiment créer la famille avec un deuxième enfant. Et les appartements de la Bourdonnette nous convenaient tout à fait. On s'est inscrits et nous avons eu la chance de trouver un superbe appartement à la rue de Chavançon 13, au 3e étage, qui faisait est-ouest. On avait du soleil tout le temps. On est venu pour ça, pour avoir une famille, cet appartement-là. Et c'était un quartier qui nous inspirait à la vie de famille. Avec la garderie, c'était un petit supermarché, le kiosque de Monsieur Bader. Il y avait tous les éléments pour vraiment envisager une vie de famille. C'est de cette façon-là, on s'est installé là et 2 ans après, il y a mon fils cadet qui arrive. Les enfants ont commencé à aller à la garderie, j'ai travaillé un petit peu et ça a commencé une jolie petite vie. Une fois à la Bourdonnette, dans tous ces murs et tout, il arrive l'automne, l'hiver, il y avait les moments où on s'est rendu compte que mon mari il travaillait, il devait partir de la maison à 6 h du matin et il ne revenait jusqu'à 6 h du soir. La journée, si un de mes enfants avait de la fièvre ou n'importe la varicelle ou n'importe, il fallait partir à la pharmacie à la Cerisay. Les grosses commissions, il fallait aller les chercher ailleurs. Et tout cela avait fait que j'avais une infrastructure familiale zéro. Le sens de l'amitié était, jusqu'à ce moment-là, il fallait aller à la recherche des amis, les sortir, mais tout le monde était dans les mêmes problèmes que nous. Le 70% des femmes ou des amis ou des jeunes travaillaient ou étaient dans les études. Ce qui était dans mon cas et le cas des autres personnes, c'était le cas de la solitude avec ses enfants, sans une famille d'accueil, ni des oncles, ni des tantes, ni des cousins, rien. Comment j'ai été élevée. Je n'étais pas prête pour cette petite famille que j'avais construite, que j'en avais. Je n'étais pas prête pour cette solitude-là.
tel quel. Alors, il fallait aller chercher de la compagnie. C'était pas une infrastructure où les gens ils vont venir boire le café, ou je vais aller boire le café, ou c'est pas dans les mœurs suisses, disons. Je ne parle pas contre, mais c'était pas dans les mœurs d'ici d'aller boire ou débarquer chez quelqu'un. Quand moi, l'enfant, on regarde en vidéo, etc. Alors, il fallait aller au bistrot. C'était la seule place où vraiment on avait l'impression d'être entouré des gens. C'était au restaurant, et il n'y en a qu'un. C'est pas comme si on avait deux petites terrasses. Dans la place, il y a un restaurant, et on a commencé. Une fois on prend le journal au restaurant, il fallait regarder les gens pour que les gens nous voient. Et de cette façon-là, on rentre dans ce milieu. Moi, je n'avais pas bu de bière. Je n'étais pas une femme, je buvais un peu du vin rouge le soir avec mon mari ou les amis, au souper, toujours. Mais assez vite, avec ce groupe qui avait à la Bourdonnette, partager une bière, ou après on commençait, il y avait pour se faire intégrer, on a dû je me suis sentie dans le besoin de donner, de faire des concessions, de m'ouvrir à ce monde des joints, de la bière, d'un pastis grenadine ou des choses comme ça, pour lutter contre une solitude qui devenait déjà viscérale. C'était une vraie. Savoir que si que j'avais besoin de ces gens ils rigolaient, on rigolait bien, mais si on avait besoin à 4 h du matin ou à 4 h de l'après-midi ou à 8 h du soir, il n'y avait personne. Alors je ne pouvais pas, entre ce monde de pétanque, des choses, je me suis créé un monde entre la place des jeux et chez moi. C'est-à-dire qu'il y avait les mamans et les papas après, ou bien les gens qui le week-end, enfin, allaient jouer dans les champs de pétanque. Et quelques mamies, on restait et on s'occupait des enfants des autres, de tous les enfants. Ça devenait une vraie garderie. Et à ce moment-là, ça s'est développé une amitié de l'intérieur, une amitié qu'on peut dire entre salade de pâtes et salade de riz. Les choses il y en a une qui ne savait pas faire, le faisait l'autre, et c'était toujours bienvenu de se donner des petits conseils, et puis c'était quelque chose que les enfants comptaient sur moi. Les enfants savaient que j'allais les garder, ils savaient que l'autre maman allait faire un cake ou une grande salade, et de cette façon, entre une bière ou une autre, ou entre une chose et une autre, ça s'est créé une amitié de l'intérieur, une amitié d'une solidarité qui n'existait pas. Et dans le moment où on commençait dans cette amitié, c'était très important pour nous toutes. On était 3, 4, 5, n'importe. Il y a cette Héloïse qui était une nana formidable, hein, qui était aussi une personne qui était seule. Et cette maman, c'est une maman de petits enfants qui ne s'est pas réveillée un dimanche. Elle est morte durant la nuit et c'était grave, c'était triste. Moi, quand je l'ai appris le lendemain, parce que je l'ai appris au café avec une amie, j'ai éprouvé je n'ai pas éprouvé de la tristesse. J'ai éprouvé un sentiment de responsabilité énorme vis-à-vis de ces enfants. Un sentiment de révolte énorme vis-à-vis de la situation. Parce que
Héloïse et moi, on était dans le même cas de solitude maternelle, disons. Mes enfants et ses enfants n'étaient pas grandis avec une grand-mère maternelle. Et on sait tous à quel point c'est important une abuelita ou une tante ou quelque chose comme ça. Je me suis sentie avec cette responsabilité que je devais aller au-delà de cette mort. Je ne pouvais pas faire un deuil de cette mort et je ne l'ai toujours pas fait. Ça fait 10 ans bientôt, je ne l'ai pas toujours fait. 4 ans plus tard, ou 3-4 ans plus tard, je suis partie de la Bourdonnette pour des raisons scolaires, dans le quartier de Montchoisy, pour que mes enfants puissent aller à l'école tout près de la maison. Une fois partie de la Bourdonnette, que c'était comme partir du pays. Une fois que j'étais installée, les enfants ils étaient bien à l'école, j'avais acheté un petit ordinateur. Et c'est là que je me suis dit, une nuit, il faut que j'écrive à ma copine. Et c'est là que je me suis décidée à écrire une lettre à Héloïse. Disons, pour exorciser ma peine, mais aussi, il y avait plein de choses que je devais manifester par écrit parce que c'est mon moyen le plus facile et le plus compréhensible pour les autres pour accéder à exprimer les sentiments et pour pouvoir laisser un exemple pour que cette histoire ne se répète pas. La distance durant 3-4 ans de la Bourdonnette m'ont permis de réfléchir à cette situation de mort subite d'une grande copine à moi pour pouvoir manifester une colère face à une situation de solitude totalement inconnue pour les autres et vis-à-vis des enfants qui grandissent sans leur mère, vis-à-vis de toute la famille qu'on était. Quand on nous manque cet élément d'Héloïse, je devais dire, il manque cet élément et ça va manquer pour toujours. Il ne faut pas que ça se répète. C'est pour ça qu'une nuit, à 4 h du matin, je me lance avec le clavier de l'ordinateur et j'ai commencé par la première phrase. On a tous dans le cœur une amie, une meilleure amie, quelque part, oubliée, loin, c'est au fond de nous-mêmes. Et par solidarité, pour et en faveur de la Bourdonnette, de tous ces mamans qui travaillent ou qui ne travaillent pas, pour les raisons qu'ils soient, dans un quartier comme la Bourdonnette qui est loin de la ville, que les maris, soient mariés ou pas, la femme, elle est de toute façon monoparentale la plupart de la journée, toute la journée, parce qu'il faut que le mari parte ou bien elle est seule de fait. Alors ces mamans voient grandir ces enfants ici, ils doivent lutter, s'intégrer, se réunir. Et dans cette solidarité, dans le but de créer, de dire « Ah non les mamies, ah non les nanas, vous n'êtes pas seuls les nanas. Nous sommes toute une génération, il y a 10, 15, 17 ans où on a vécu ça. Il y a des mamans qui continuent à venir à Lausanne, à la Bourdonnette, et ces mamans se retrouvent avec ça, mais qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules. On a passé ça, qu'est-ce qu'il faut surmonter là? Alors, il faut aller à la recherche de ce regard, de ce sourire, de cette transparence de l'amitié. C'est que nous, les mamans, on n'a pas cette sac à dos de problèmes. Non, on va à la recherche d'amitié. Bien sûr qu'en ce moment, en 2003, je pense que c'est indispensable
pour tous ces mamans de savoir qu'il faudrait se réunir. Ce n'est pas dans le cadre d'une réunion, d'un colloque. C'est tous les jours qu'on va au dîner. C'est tous les jours qu'on va acheter du pain. C'est tous les jours qu'on doit aller laisser les enfants au carrefour pour aller dans une école ailleurs ou au métro ou à la porte de la garderie ou à la pyramide. C'est tous les jours que les mamans doivent partir au travail. C'est un cas de plus en plus réel de nos jours qu'il y a de plus en plus de migrants de toutes les nationalités. Parce que quand nous étions il y a 10-15 ans, c'était plus sud-américain et il y avait les Albanais qui commençaient à arriver. Maintenant, c'est multiculturel. Dans cette pluriculturalité-là, il n'y a pas d'étrangers ni des enracinés. On est tous un monde des mamans. Des mamies avec des tricycles, des mamies avec des enfants de tous les âges, où il faut se regarder en face, se sourire, essayer toutes et tous de se dire tu, parce que c'est de plus en plus d'actualité qu'on peut aller sombrer dans cette solitude. Pour toutes les personnes qui seraient intéressées de lire, d'acquérir cette lettre à Héloïse, vous pouvez le commander par email. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a l'expérience des parents. On se fout du tiers comme du quart, on prend le bonheur toujours en retard. Quand on aime, c'est pour toute la vie, cette vie qui dure l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean. Et pour le reste, on imagine